Le Ghana, sur la côte ouest africaine, n'est pas un lieu où l'on s'attend à un véritable drame d'espionnage de la guerre froide. Pas de mur de Berlin, ni de site de missiles. En réalité, c'était simplement une nation de mines d'or et de plantations de cacao qui cherchait sa voie après l'indépendance en 1957. Mais c'est dans sa capitale, Accra, que le Ghana est devenu un champ de bataille de la guerre froide, dans la guerre par procuration entre les États-Unis et l'Union soviétique. Alors qu'ils se disputaient l'âme du continent, cette guerre silencieuse a duré des années sans qu'aucun camp ne cède. Mais ensuite, ce fut la catastrophe. C'était une opération de piège classique qui a anéanti le réseau de renseignement américain à travers l'Afrique de l'Ouest. Les services de renseignement ghanéens ont orchestré une romance sophistiquée, ciblant le point le plus vulnérable de toute opération d'espionnage, le cœur humain. Il a suffi d'un seul agent charmant ciblant une Américaine esseulée. En mission pour la CIA, 18 mois de séduction et de manipulation ont abouti à la destruction totale de la présence de la CIA au Ghana. Voici l'histoire de Sharon Scrunage, qui fut un autre coup dur pour le renseignement américain durant la tristement célèbre année de l'espion en 1985. Les espions et agents doubles opèrent dans l'ombre, mais la force brute reste nécessaire au front pour remporter une guerre. Cela m'amène au sponsor de cette vidéo, War Thunder. War Thunder est le jeu de combat de véhicules le plus complet qui existe, gratuit en ce moment sur PC, PlayStation, Xbox et mobile. Avec plus de 2500 chars, avions, hélicoptères et navires, historiquement fidèles provenant de 10 grandes nations, couvrant près d'un siècle de technologie militaire. Vous profitez d'un contenu riche, apprécié des passionnés d'histoire militaire. War Thunder se distingue par son modèle de dégâts très sophistiqué. Tous les véhicules sont modélisés en détail. Moteurs, réservoirs, munitions, équipage, tous exposés à des dégâts réalistes. Lorsqu'un véhicule est détruit, la vue en rayon X vous montre exactement ce qui s'est passé, où l'obus a pénétré, quels systèmes ont été endommagés et ce qui a causé la destruction finale. Que vous aimiez l'arcade rapide, les batailles réalistes ou le défi du mode simulateur, il existe un style de jeu pour tous. Avec ses graphismes réalistes et ses sons authentiques, War Thunder vous met aux commandes des machines de guerre les plus puissantes de l'histoire. J'apprécie la compatibilité réalité virtuelle sur PC, offrant une expérience de combat immersive et palpitante rare dans le jeu vidéo actuel. Cliquez sur mes liens dans la description ou dans les commentaires épinglés pour rejoindre plus de 95 millions de joueurs dans le monde qui jouent gratuitement à War Thunder sur PC, PlayStation, Xbox ou mobile. Les nouveaux joueurs et ceux qui n'ont pas joué depuis 6 mois recevront un énorme pack bonus sur PC et console. Cela inclut plusieurs véhicules premium, 10 000 lions d'argent et 7 jours de compte premium. Cette offre n'est disponible que pour une durée limitée, alors ne la manquez pas. Sharon Mary Scrunage est née en octobre 1955 dans le comté de King George en Virginie. Sa vie était partagée entre l'église et l'agriculture. Sharon a grandi dans un endroit où tout le monde se connaissait. Son père Perry travaillait au centre d'armement du service naval américain à Dahlgren, puis à la base des Marines à Quantico. C'était un emploi gouvernemental stable, avec un salaire régulier. La famille Scrunage possédait 19 parcelles de terrain réparties dans tout le comté de King George. Leurs racines étaient solidement ancrées aux États-Unis depuis plus d'un siècle. Chaque dimanche, Sharon chantait avec la chorale de l'église baptiste Little Ark. Ses amis diront plus tard que la chorale et l'église étaient en pratiquement toute sa vie. Au lycée King George, elle encourageait lors des matchs de football et avait rejoint l'association coopérative des étudiants. Après avoir obtenu son diplôme en 1974, elle est partie au National Business College à Roanoke. 2 ans d'études de secrétariat et un court mariage de 15 mois avec un agent de sécurité. Plus tard, Sharon voulait un nouveau départ et quelque chose de plus grand que ce que proposait le comté de King George. C'est à ce moment-là que l'agence centrale de renseignement est venue frapper à sa porte. La CIA a recruté Sharon comme sténographe clair dans son bureau d'analyse d'images. En tant que département au sein de la direction du renseignement, la fonction de l'Office de recherche aérienne était d'analyser les images recueillies par les plateformes de reconnaissance. Il s'agissait surtout de systèmes satellitaires et auparavant de photos prises par avions U-2 et SR-71.
Pendant 7 ans, elle a géré des documents, tapé des rapports et classé des dossiers confidentiels. Les rapports qu'elle tapait étaient diffusés dans toute la communauté du renseignement américaine, soutenant tout, de la vérification du contrôle des armements à la surveillance des crises. Pour Sharon, le travail était routinier, mais incluait une habilitation de sécurité et l'accès aux secrets américains. Son superviseur voyait en elle une femme fiable, pratiquante, issue d'une bonne famille, quelqu'un qui ne causerait jamais de problème. Ils se sont gravement trompés. En décembre 1983, Sharon Scronage est arrivée dans la ville humide d'Accra, capitale du Ghana, en Afrique de l'Ouest. À 28 ans, elle avait enfin quitté sa petite ville de Virginie pour une mission exotique, assistante au soutien des opérations à l'ambassade américaine au Ghana. Bien que son rôle soit resté administratif, elle travaillait alors sous couverture diplomatique au sein de la direction des opérations de la CIA, la branche clandestine de l'agence. Elle tapait et traitait des documents qui identifiaient les informateurs de la CIA au Ghana, ainsi que toutes sortes de rapports et de notes de service. Les avant-postes de l'ambassade de la CIA dans les anciens territoires coloniaux étaient bien plus petits que leurs homologues du Premier Monde, rendant la compartimentation opérationnelle plus difficile. Sharon était la seule assistante de soutien au poste d'Accra, ce qui signifiait qu'elle avait un accès exceptionnellement large aux dossiers opérationnels. Bien qu'elle ne soit pas une officier des opérations formées, elle avait presque le même niveau d'accès. Et ce que Sharon ne comprenait pas entièrement, c'est qu'elle s'était retrouvée en plein milieu d'un champ de bataille de la guerre froide. En 1981, le lieutenant de vol Jerry Rawlings avait pris le pouvoir lors du second coup d'État militaire au Ghana. Son Conseil national provisoire de défense adoptait des politiques socialistes, instaurait des conseils ouvriers et sollicitait le soutien de Moscou. La position stratégique du Ghana, ses grandes réserves d'or et ses plantations de cacao en faisaient un enjeu que les deux superpuissances voulaient les contrôler. Les Américains devenaient de plus en plus anxieux. Voici une autre nation africaine qui risquait potentiellement de tomber dans l'orbite soviétique, tout comme l'Angola et le Mozambique l'avaient fait. La CIA gérait un large réseau d'espionnage au Ghana, incluant au moins 8 hauts responsables fournissant secrètement des renseignements à l'anglais. Le capitaine Kojo Sikata, chef du renseignement ghanéen, savait exactement ce que les Américains tramaient en Inde. Formé à l'académie militaire de Sandhurst en Grande-Bretagne et aguerri par les guerres de libération à travers l'Afrique, Sikata n'était pas un amateur. Il avait combattu avec la guérilla au Congo, Mozambique et Angola. C'était un homme qui comprenait parfaitement comment se jouait le jeu de la guerre froide, et il s'apprêtait à y jouer avec brio. Michael Sassoudi faisait forte impression dans les cercles diplomatiques d'Accra. Né en avril 1946, il était le fils d'une mère franco-ghanéenne et d'un père grec. À 37 ans, il était bel homme et parlait couramment anglais avec un accent américain qui attirait l'attention. Il avait grandi en Allemagne de l'Ouest, avait fait ses études à New York et avait épousé puis divorcé d'une Américaine. Il avait la résidence permanente aux États-Unis, mais il restait africain et ghanéen dans l'âme. Ce que le cercle social de l'ambassade ignorait, c'est que Sassoudi était l'atout secret du capitaine Sikata en espionnage. Sassoudi était apparenté à Jerry Rawlings lui-même. Apparemment, les deux hommes étaient cousins. Son éducation occidentale était délibérée en vue de sa future carrière d'espion. Son mode de vie de playboy était à la fois une indulgence et une couverture. Son charme naturel était son arme, faisant de lui un véritable James Bond africain. Par ailleurs, Sharon Scronage, enthousiaste pour sa nouvelle opportunité, était arrivée au Ghana. Elle était bouleversée, vite nostalgique et seule. Se sentant isolée, ses collègues ont remarqué qu'elle fondait souvent en larmes au travail. Elle avait quitté ses soutiens sociaux et émotionnels aux États-Unis et se retrouvait vulnérable. Les services de renseignement ghanéens, le Bureau des enquêtes nationales ou Bureau des enquêtes nationales étant et toujours attentifs aux nouveaux arrivants à l'ambassade des États-Unis et évaluaient le personnel américain pour détecter d'éventuelles faiblesses. Chez Sharon, ils ont vite vu qu'elle correspondait parfaitement aux critères pour un recrutement. Elle avait un large accès à des documents classifiés et il s'avère qu'elle était seule, inexpérimentée et très probablement sensible à la flatterie et à l'affection. Les services d'origine de renseignement appellent cela un piège de miel. Séduire la cible, créer une dépendance émotionnelle, puis extraire des informations classifiées.
C'est l'un des plus vieux stratagèmes du manuel d'espionnage, et Sassoudis en était un maître incontesté. Quelques jours après son arrivée à Accra en 1983, Sharon Scranage rencontra Michael Sassoudis lors d'une réception diplomatique. La jeune Baptiste de la campagne de Virginie fut totalement séduite par cet homme sophistiqué. Il était tout ce que le comté de King George n'avait jamais offert, raffiné, instruit et passionnant. Quand il lui prêtait attention, il le faisait vraiment, et elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Pendant que Sharon tombait amoureuse, Michael allait travailler. La liaison a commencé assez innocemment. Dîner, longues promenades sur les plages d'Accra et ce genre de choses. Pour Sharon, c'était la romance dont elle avait rêvé depuis le lycée. Pour Sassoudis, c'était ses premiers pas dans une opération de renseignement soigneusement orchestrée. En novembre 1983, la relation devenait sérieuse, du moins dans l'esprit de Sharon. Elle s'est progressivement éloignée de ses collègues de la station de la CIA, passant de plus en plus de temps avec son nouveau petit ami, Michael. Un soir, lors d'un dîner chez Sharon, un agent du Bureau de la sécurité des États-Unis a détecté une alerte majeure. Bien en vue, sur le miroir de la coiffeuse de Sharon, se trouvait une photo d'un homme que l'agent a tout de suite reconnu. La photo était également intime, montrant Sassoudis torse nu dans un lit, regardant directement l'objectif. À mesure que Sharon tombait de plus en plus amoureuse, sa discrétion s'estompa. Elle a commencé à voir Michael en public, sachant qu'il était lié au service de renseignement ghanéen. Ces rencontres n'étaient pas passées inaperçues. En novembre 1983, des responsables ghanéens ont signalé à l'ambassade des États-Unis qu'une personne ressemblant à Sharon avait eu des réunions secrètes avec des citoyens ghanéens. Sharon a immédiatement été convoquée pour une discussion, mais au lieu de recevoir l'ordre de mettre fin à la relation et en allant à l'encontre de tous les protocoles. Le chef de station de la CIA à Accra a simplement conseillé à Sharon d'être prudente et de songer à rompre progressivement la relation. Sharon, bien sûr, a complètement ignoré les avertissements. La relation ne fit que s'approfondir, Sharon devenant de plus en plus attachée émotionnellement et dépendante de l'affection que lui témoignait Michael. Au fil des mois, Sassoudis resserra son emprise, commençant à exercer davantage de pression sur Sharon pour qu'elle lui fournisse des informations sur son travail. Peut-être que Sharon était d'abord réticente, nous l'ignorons. Finalement, elle fut persuadée que révéler à Michael tout ce qu'elle apprenait sur les opérations de la CIA n'était pas une trahison, mais une preuve d'amour et de confiance. Au cours des 18 mois suivants, Sharon a fourni à Sassoudis des documents classifiés allant de la liste des noms et des identités, de tous les agents de la CIA connus au Ghana, ainsi que des détails sur les plans et activités futures de la CIA. Elle a aussi partagé des informations sur les communications, l'équipement et les capacités techniques de la CIA. L'essentiel pour le dirigeant du Ghana, Sharon a signalé un coup d'État planifié par des dissidents contre le gouvernement de Rawlings. Le capitaine Sikata a compris la mine d'or d'informations que lui avait remise Michael Sassoudis. Ce qu'il a reçu n'est pas resté à Accra. Cela a été transmis à la Havane, Tripoli, Berlin-Est et à l'Union soviétique elle-même. Du service de renseignement cubain au gouvernement révolutionnaire libyen, de la Staatssicherheit d'Allemagne de l'Est au KGB. Les ennemis de l'Amérique pendant la guerre froide avaient alors un plan détaillé des opérations de la CIA en Afrique de l'Ouest. La compromission s'est répandue comme un cancer dans les réseaux de renseignement américains. Les canaux compromis, les plans exposés, les méthodes de recrutement révélées. Des années de renseignement minutieux se sont évaporées presque du jour au lendemain. La CIA ne le savait tout simplement pas encore. Les 8 hommes dévoilés par Scranage occupaient des postes allant du président-directeur général de l'Agence nationale des achats du Ghana à un officier supérieur de l'armée ghanéenne. L'ancien surintendant en chef de la police et, au-delà, le bureau des enquêtes nationales du Ghana n'a pas agi immédiatement contre les 8 hommes. Ils ont préféré attendre et voir quelles autres informations Michael obtiendrait de Sharon. Sharon, perdu dans son brouillard romantique, n'avait aucune idée du ravage qu'elle causait. Elle pensait avoir trouvé le grand amour avec un homme la comprenant comme personne dans le comté de King George. C'était loin d'être la vérité. En mai 1985, la mission de Sharon au Ghana a pris fin. Elle est retournée au siège de la CIA à Langley pour une réaffectation habituelle.
La procédure imposait un test au détecteur de mensonges. C'était généralement une formalité, mais dans le cas de Sharon Scranage, cela a causé sa perte. Dites ce que vous voulez sur le détecteur de mensonges, mais au moment où elle a été branchée de Buzzy au capteur, le monde de Sharon s'est effondré. Elle n'était pas une officier du renseignement formée et n'avait aucune idée de comment tromper la machine. Elle était stressée lorsqu'elle a passé le test et sa réponse physiologique l'a clairement montré. L'opérateur du polygraphe de la CIA a rapidement déterminé qu'elle était trompeuse dans ses réponses. Cela a déclenché une enquête interne, durant laquelle Sharon Scranage a reconnu auprès de la CIA avoir transmis des informations classifiées à un gentleman ghanéen. Après cet aveu, le FBI a pris le relais. Pendant des jours, elle a été interrogée dans des bureaux gouvernementaux stériles. Sharon, élevée dans le respect de l'autorité et de la vérité, s'est complètement effondrée, avouant en détail tout ce qu'elle avait fait. En écoutant sa confession, les agents du FBI ont compris qu'ils faisaient face à une nouvelle catastrophe du renseignement américain. Mais la coopération de Sharon leur avait offert une opportunité. Elle avait accepté d'aider à tendre un piège à son amant. Le 10 juillet 1985, Sharon Scranage était assise nerveusement dans une chambre du Springfield Holiday Inn. Des agents du FBI étaient positionnés dans tout le bâtiment, surveillant, attendant. Michael voyageait aux États-Unis à cette époque, et Sharon, sous la direction de la CIA, avait attiré Michael à l'hôtel sous prétexte d'un rendez-vous personnel. Et ainsi, elle pouvait lui transmettre des informations importantes concernant son nouveau poste au siège de la CIA. Lorsque Sassoudis est entré dans la pièce, il s'attendait, entre autres, à recueillir davantage de secrets américains. Des agents fédéraux sont intervenus et l'ont arrêté sans incident. Le 11 juillet 1985, Sharon a aussi été arrêtée et inculpée de 18 chefs, dont espionnage, complot et violation de la loi sur la protection des identités des agents de renseignement. Michael, quant à lui, a été inculpé de 8 chefs d'accusation d'espionnage pour avoir sollicité et détenu des informations classifiées sur les agents et opérations de la CIA. L'affaire de Sharon différait des autres scandales d'espionnage ayant touché le renseignement américain cette année-là. Son espionnage n'avait rien à voir avec l'argent ou l'idéologie. Il s'agissait d'une femme solitaire dépassée par les événements qui était tombée amoureuse du mauvais homme. Au Ghana, la nouvelle de l'arrestation de Michael s'est vite répandue, un incident diplomatique international était imminent. Le Bureau des enquêtes nationales a vite réagi, arrêtant les 8 informateurs de la CIA compromis avant fin juillet de cette année. En octobre 1985, Sharon a plaidé coupable à un chef d'espionnage et à 2 chefs de divulgation de l'identité d'agents de la CIA. Le juge Richard Williams l'a condamné à 5 ans de prison fédérale. Mais le juge avait aussi recommandé une réduction de peine inhabituelle. Notant la différence entre l'implication de Sharon et celle de son cerveau dans la conspiration. Michael Sharon a aussi accepté, via l'accord de plaidoyer, de témoigner contre Michael. Sassoudi, en revanche, a plaidé sans contestation contre les accusations d'espionnage lors de procédures à huis clos. Il a été condamné à 20 ans de prison fédérale. En coulisses, les rouages diplomatiques étaient déjà en marche. Les 8 informateurs ghanéens de la CIA arrêtés au Ghana à la suite de la fuite risquaient des peines allant de 25 ans à la réclusion à perpétuité. Le département d'État américain savait que ces hommes mourraient probablement en prison au Ghana sans intervention majeure. L'accord était typique de l'espionnage de la guerre froide, un simple échange d'espions. Les États-Unis étaient prêts à remettre Sassoudi en échange des 8 informateurs ghanéens de la CIA. Finalement, le Ghana a accepté. Les informateurs ont perdu leur citoyenneté ghanéenne et ont été remis aux autorités américaines. La peine de Sassoudi a été immédiatement réduite au temps déjà purgé, à condition qu'il quitte les États-Unis sans délai, ce qu'il a évidemment fait. Le 3 décembre 1985, Michael Sassoudis a débarqué à Accra, accueilli en héros. Des milliers de Ghanéens ont acclamé l'homme qui avait déjoué la CIA. Il a été salué comme un espion accompli et est devenu un symbole de la réussite africaine. Un cas de David contre Goliath où les renseignements ghanéens ont vaincu l'ingérence occidentale. Sassoudi a ensuite cofondé le Parti de l'Aigle dans le Congrès national démocratique de Rawlings.
En 1992, sa séduction d'une employée américaine de la CIA a été saluée comme un coup de maître dans la guerre du renseignement. Pour le capitaine Kojo Asikata, l'opération avait été un succès total. Il avait complètement infiltré le réseau ouest-africain de la CIA, démontrant que les services de renseignement africains pouvaient bétrouin déjouer leurs homologues occidentaux. Les informations obtenues par Sharon avaient été envoyées aux alliés du Ghana sur 3 continents. Le gouvernement de Jerry Rawlings s'était renforcé en identifiant précisément ses opposants. Le coup d'État prévu a été déjoué avant même qu'il ne commence. Le Ghana est une cible du renseignement américain, depuis son indépendance en 1957. Des documents déclassifiés ont ensuite confirmé l'implication directe de la CIA dans le coup d'État de 1966 contre le président Kwame Nkrumah. Cette histoire a rendu les renseignements ghanéens plus vigilants face à l'espionnage occidental. C'était en partie pourquoi il s'est aligné avec l'Union soviétique. Au milieu et à la fin des années 1980, l'effondrement de l'économie ghanéenne força un changement de cap. Rawlings abandonna ses expériences socialistes et adopta les programmes d'ajustement structurel dirigés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1991 accéléra le réalignement du Ghana vers l'Occident. En 1992, le Ghana adopta une nouvelle constitution et passa du régime militaire à la démocratie multipartite, Rawlings se présentant alors comme un président civil élu. La réalité d'aujourd'hui est bien loin des craintes de la guerre froide concernant une influence soviétique et communiste permanente. Ce résultat, malgré les dommages causés aux capacités de renseignement des États-Unis en Afrique de l'Ouest, a duré des années. Outre la perte de 8 informateurs de haut niveau, la compromission avait exposé des méthodes, systèmes de communication et techniques de recrutement, imposant une refonte totale. Les 8 informateurs de la CIA et leurs familles ont été discrètement relocalisés aux États-Unis pour des raisons évidentes. Les détails concernant l'endroit où ils ont fini et ce qu'ils font aujourd'hui ont été gardés secrets. En avril 1986, la peine de Sharon a été réduite à 2 ans. Elle n'a purgé que 8 mois à la prison fédérale pour femme d'Elderson en Virginie-Occidentale. Le juge dans cette affaire a déclaré que le tribunal ne croit pas que les citoyens des États-Unis ou Mademoiselle Scranage vont tirer profit de son maintien en détention. D'après ce que l'on peut trouver en ligne, Mikhail Sassoudis est décédé le 4 septembre 2024. Le cas de Sharon Scranage est unique parmi les espions de son époque, car elle n'était ni une mercenaire avide, ni une véritable croyante idéologique. Sans défendre ce qu'elle a fait, ni ses actes de trahison, c'était simplement une femme seule qui était tombée amoureuse d'une opération de renseignement sophistiquée conçue spécifiquement pour exploiter ses besoins émotionnels. Après sa libération, Sharon Scranage a effectivement disparu de la vie publique. Elle est retournée dans le comté de King George, où la communauté avait vu leur fille impliquée dans un scandale d'espionnage international. Des décennies plus tard, le scandale d'espionnage de Sharon Scranage influence encore la formation des services Stockholms de renseignement, les relations diplomatiques et notre compréhension de la guerre froide en Afrique. Le contrôle de sécurité pour les nouvelles recrues est désormais standard, avec des vérifications d'antécédents et des évaluations psychologiques renforcées. Une meilleure formation à la sensibilisation contre l'espionnage a aidé le personnel à identifier les vulnérabilités liées aux pièges de séduction. De nouvelles directives de sécurité ont précisé les règles sur les relations personnelles en mission à l'étranger. Autant les agences de renseignement peuvent essayer de se prémunir contre ce genre de situation à l'avenir, la nature humaine fait qu'une prévention totale est impossible. Sharon Scranage était l'espionne dont personne n'avait vu venir l'histoire. Une histoire d'amour a brisé le réseau de renseignement américain et a rappelé au monde que même les personnes les plus ordinaires pouvaient se retrouver au centre d'une intrigue internationale extraordinaire. Merci encore à War Thunder d'avoir sponsorisé cette vidéo. Essayez gratuitement le jeu sur PC, PlayStation, Xbox ou mobile via mes liens en commentaire épinglés et description. Les nouveaux joueurs et ceux de retour après 6 mois recevront ce pack bonus avec véhicule premium et autres récompenses que sur PC ou console.